Merci pour ce projet et de nous avoir bien montré. Pour continuer, je vous propose de voir un nouveau retour d'expérience. Donc l'habitat social vers la neutralité carbone. Donc le parc social du plan commune Habitat avec Monsieur Charles Aquin, associé responsable du pôle rénovation du bureau d'études Pouget Consultant, et Mourad Alali, responsable services travaux et maintenance, expert énergie chez Pleine Commune Habitat. Alors mettez-vous bien au centre, comme ça vous serez mieux. Voilà, je vais me mettre là, comme ça je suis sûre que vous n'allez pas aller sur le pupitre. Merci beaucoup. On débute dans 2 minutes ou on... C'est bon, on y va. Y aller. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on est ensemble pour vous parler de neutralité carbone dans l'habitat social. On va vous parler d'une étude qu'on mène actuellement pour Pleine Commune Habitat en lien avec un cabinet qui s'appelle Auxilia sur les questions de neutralité carbone. Alors, la neutralité carbone dans l'habitat social, c'est un sujet qui est très important parce que finalement, il se situe au croisement d'un certain nombre de problématiques qui nous occupent beaucoup en rénovation. Déjà, évidemment, une problématique en termes d'investissement. On sait tout l'investissement qu'il va falloir faire et je crois que le plan relance donne des premiers éléments sur la question de la rénovation. Aussi social, parce qu'on parle d'un bailleur social qui a 95% de ses logements rénovés qui se situent en site occupé. Donc ça pose clairement les questions d'usage et d'utilisation de ces bâtiments. Et ensuite, évidemment, d'un point de vue environnemental, la neutralité carbone dans le bâtiment en 2050, c'est finalement un cap et ça donne une vraie feuille de route, notamment pour les bailleurs sociaux dans cet enjeu. Avant de rentrer dans le cadre de l'étude et regarder un peu les enseignements qu'on a pu avancer avec Auxilia et Pleine Commune Habitat, peut-être vous donner quelques définitions de la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est finalement l'idée d'équilibrer les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation d'énergie fossile, liées à la déforestation ou au processus industriel, avec ce qu'on appelle l'absorption des émissions carbone, qu'elles soient naturelles ou technologiques, avec des systèmes de capture et de segmentation. Ce qu'on sait aujourd'hui dire, c'est que cette neutralité carbone ne pourra être atteinte uniquement si on arrive à réduire drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre. On sait très bien que les phénomènes d'absorption seront limités. Et donc, ça pose la question de la manière dont on arrivera à réduire, à l'horizon 2050, ces émissions de gaz à effet de serre. Et pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre en rénovation, ça pose clairement la question de la manière dont on y arrivera et indirectement, la baisse des consommations. On arrivera à réduire drastiquement si on réduit les consommations et si on travaille sur les facteurs d'émission des énergies. Les deux sont très liés et donc il s'agit de bien le prendre en compte dans les réflexions. Cette notion de neutralité carbone, elle se veut mondiale. La définition scientifique existe au niveau mondial. Elle a été reprise dans la stratégie nationale bas carbone que la France s'est donnée et qui fixe du coup notre objectif à 2050. 2050 dans le bâtiment, c'est relativement, on va arriver rapidement, c'est 30 ans. Donc tous les bâtiments rénovés aujourd'hui, on peut penser que finalement en 2050, ils devront être compatibles avec cette neutralité carbone. Et peut-être avant de passer la main à Mourad, vous dire aussi que dans le cadre des études qu'on peut être amené à mener en lien avec des entreprises ou des territoires, la question de la neutralité carbone se pose plus comme une notion de contribution. En tant qu'acteur privé ou territoire, on a plus cette logique de contribution à la neutralité carbone collective que neutralité brute. Pourquoi? Parce que chaque acteur va avoir des formes d'équité et de difficultés plus ou moins grandes à atteindre ces enjeux de neutralité. Donc on va vous présenter ce que Pleine Commune Habitat a réfléchi aujourd'hui dans le cadre de son plan et qui commence à fixer finalement cette feuille de route 2050. Pleine Commune Habitat a fait appel à Pouget et Auxilia pour élaborer un plan d'action très ambitieux. Enfin, justement, le nom de notre plan, c'est Ambition Environnement. C'est un plan de climat, mais on s'est dit, de toute manière, tout le monde s'y met aujourd'hui d'une manière volontariste, ou un jour on va y arriver. Donc on s'est dit, soyons ambitieux, on va tout étudier, on va lancer des études de faisabilité, que ce soit technique, sur l'aspect technique ou social, avec nos locataires, et leur permettre de profiter d'une espèce d'assistance à la maîtrise d'usage aussi. Il n'y a pas que la partie technique, sur laquelle on va plus aller dans le détail tout à l'heure, mais d'une manière générale, on veut et on souhaite travailler et
faire des études de FESA sur la partie technique et la partie sociale. On l'a lancé il y a à peu près 1 an. On a terminé toute la partie diagnostic technique à travers le bilan GES et la segmentation de notre parc pour pouvoir déterminer des gros segments de travaux bien adaptés soit aux périodes de construction ou les technologies ou techniques utilisées dans le mode de construction, et sur la partie sociale avec un diagnostic humain bien ciblé au niveau de nos locataires et aussi nos partenaires, que ce soit les pouvoirs politiques ou les entreprises avec lesquelles on travaille, sur lesquelles on peut agir au niveau de notre manière d'achat. Plaine Commune Habitat représente aujourd'hui 19 300 logements sur 8 communes au niveau de l'agglomération de Plaine Commune, dans le 93. On est répartis en 4 agences territoriales et on est plus de 439, enfin j'ai les chiffres devant moi, 439 salariés. Ça, c'est une petite synthèse, enfin une parmi les synthèses qu'on a pu faire de la modélisation de nos GES. Et clairement, on voit que la part du bâtiment représente plus de 63% de nos émissions. Une grande partie, enfin la partie bleue, c'est l'énergie consommée dans le parc locatif. La partie marron bordeaux, c'est toute la partie consommation énergie liée à notre fonctionnement aussi, mais on a préféré la mettre dans la partie bâtiment pour voir à quel point le bâtiment est énergivore et surtout premier producteur de GES pour un bailleur social. La partie prestataire, c'est pour ça que j'ai parlé de pas mal de choses qu'on est en train d'étudier aujourd'hui à travers des ateliers d'échange sur changer notre manière d'achat aussi. On ne veut pas juste inclure des clauses d'éco-responsables dans l'achat, mais plutôt refaire et remodeler notre manière d'achat demain de prestations, que ce soit pour construire ou acheter de l'informatique, etc., etc. Et la partie fonctionnement, même si elle ne représente que 1%, mais on envisage aussi d'étudier et de refaire notre manière de se déplacer entre le travail et la maison à travers de manière de covoiturage ou de la mobilité douce, que ce soit les trottinettes, les vélos, des scooters électriques. Et on est en train de faire déjà pas mal de choses. Et donc, sur la base de ce graphique, on peut aussi se dire que chez la majorité des bailleurs sociaux, ce qui va avoir un impact finalement sur l'atteinte de cette neutralité carbone, c'est bien la zone bleue qui correspond donc à la question du patrimoine et de la rénovation de ce patrimoine. C'est ce qui fait que nous avons souhaité rapidement focuser finalement sur cette partie bleue pour regarder finalement comment s'organiser le parc de Plaine Commune Habitat et mieux essayer de comprendre et ajuster les enjeux et les impacts de chacun des bâtiments de ce parc. Ça nous a amené à faire des segmentations par typologie d'actifs. Aujourd'hui, finalement, dans le parc de Paris Habitat, on a des bâtiments qui présentent des caractéristiques architecturales et techniques qui sont bien différentes, en fonction de leur date de construction, en fonction de leur taille, en fonction de leurs énergies de chauffage. Et du coup, tout ça, on a voulu essayer de le représenter sur la base de différentes typos. Alors là, on en présente une synthèse, hein, on en a fait un peu plus en soi. Et on est venu les simuler avec le DPE du 1er juillet, hein, que vous connaissez tous, hein, qui est venu ajouter un critère carbone, d'ailleurs, dans la définition de ces seuils. Et l'idée, là, c'était du coup de voir sur les 19 300 logements comment s'organiser ce parc. Alors, évidemment, le parc de Plaine Commune Habitat est différent d'autres parcs de bailleurs sociaux. Ce qu'on constate quand même globalement, c'est une large représentation des bâtiments des années 48-74, bâtiments non isolés, béton, des barres, des tours, 70%, mais aussi beaucoup de patrimoine construit après 1975 pour lesquels les actions de rénovation ne sont pas encore beaucoup engagées et, on le verra tout à l'heure, seront nécessaires à l'atteinte de nos sujets de neutralité carbone. Aujourd'hui, donc, des parcs et des patrimoines plus ou moins impactants en termes de consommation énergétique carbone, un total de 242 gigawattheures pour 32 000 tonnes CO2, donc à 2020. Il fallait partir de cette modélisation de la situation actuelle pour essayer de définir les différentes modélisations qui pouvaient amener à la neutralité carbone. C'est du coup ce qui nous a amené à faire différentes modélisations pour essayer de voir comment, en fonction de différents indices et différentes actions, on pouvait avoir des situations projetées qui nous amenaient proches de la neutralité.
Et donc là, typiquement, une des modélisations parmi tant d'autres, où on vient appliquer un certain nombre de scénarios sur ces différents patrimoines. Donc inévitablement, en appliquant des scénarios de rénovation, on a des étiquettes DPE qui progressent vers le vert. Et donc on a une baisse sensible des consommations, de l'ordre de 2,5 fois les consommations actuelles, et une zone d'arrivée à 14 000 tonnes CO2, sachant que sur ce 14 000 tonnes CO2, on est bien d'accord qu'on reste aujourd'hui, enfin dans la représentation ici, sur des facteurs d'émissions comme à 2020. Inévitablement, pour atteindre ce sujet de neutralité carbone, on le disait, il y aura une action de réduction des consommations, mais aussi une réduction nécessaire des facteurs d'émissions de chacune des énergies. On voit aussi tout à droite le poids et l'impact des bâtiments neufs. Je crois qu'on est sur à peu près 200 logements construits par an pour le parc de pleine commune habitat, ce qui représente quand même à 2050 25% du patrimoine pleine commune. Donc le bâtiment neuf va compter dans les actions qu'on va lui apporter, et à peu près 16% des consommations totales, en considérant qu'on construirait sur la base de la RE 2020. Donc, une fois tout ça fait, ça nous a permis, à travers ces modélisations, de regarder les zones d'impact et les facteurs impactant l'atteinte de cette neutralité. On vous en présente quelques-uns d'enseignements qui vont dans un ordre qu'on pourrait considérer comme décroissant. En tout cas, le premier point, par exemple, est très impactant. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si on veut arriver à l'objectif 2050, il faudra rénover 100% des logements de pleine commune habitat construits avant 2000. Chiffre relativement impactant, qui induit du coup indirectement la nécessité de doubler le rythme annuel de rénovation. Aujourd'hui, on est sur un rythme qui ne permet pas d'atteindre cette neutralité, il faudra doubler, ce qui pose un certain nombre de questions, évidemment en termes de financement, mais aussi en termes de capacité à mobiliser de l'offre. Je crois que d'ailleurs c'est l'atelier d'après, donc ils en discuteront sûrement plus en détail, mais finalement la capacité de l'offre à répondre à ce besoin sera très 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 importante, et aujourd'hui ça nécessitera sûrement le recours à des mécanismes de préfabrication, des mécanismes de massification. Pourquoi ? Parce et de transfert de compétences également. Et ça, je pense que le parc social a un vrai enjeu en face de ça. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, le parc social pourra tirer le reste du marché. On sait aussi tous les efforts qui seront à mener sur le sujet de la copropriété notamment. La capacité de pleine commune habitat à accélérer la rénovation de son parc doit être doublée d'une nécessité de renforcer la qualité de ces rénovations. On sait en moyenne sur le parc de logement social que les rénovations tendent vers à peu près 70% d'économie d'énergie entre l'avant-travaux et l'après-travaux, ce qui est déjà en soi bien conséquent et très pertinent par rapport à ce qu'on retrouve sur le parc privé. Mais on constate aussi la nécessité que de mieux définir les interventions à mener par typologie d'actifs. C'est ce qui nous a fait travailler, en lien avec Pleine Commune Habitat, à la logique d'une rédaction d'un cahier des prescriptions par typologie d'actifs, en se disant que chercher à atteindre un seuil fixe sur tous les bâtiments, ça n'aurait pas de sens. Pourquoi ? Parce que certains bâtiments vont demander beaucoup plus d'investissement pour atteindre un niveau, et donc il y a une notion de gisement optimal par opération qu'il s'agit de travailler, et que du coup on travaille. Je pense notamment aux bâtiments d'après 1974, qui ne sont pas encore rénovés, souvent déjà isolés, et où se pose la question de l'optimum technico-économique en lien avec l'atteinte de la neutralité. Baisse des consommations via ces deux premiers points, et ensuite travail sur les facteurs d'émission. Alors là, un bailleur social a des leviers d'action, mais qui sont relativement plus limités. Ça va être du travail avec notamment pour Pleine Commune Habitat, avec les fournisseurs un réseau de chaleur. On voit que 83% du parc de Pleine Commune Habitat est alimenté par le réseau de chaleur. Mourad nous en donnera quelques éléments juste après. Donc ça pose la vraie question de la décarbonation vis-à-vis de ces réseaux de chaleur d'ici 2050. Ça pose aussi la question sur le résidu, sur les questions de gaz et électricité, du lien de ces solutions avec les énergies renouvelables et le potentiel de production en photovoltaïque ou en eau chaude sanitaire solaire pour les associations avec le gaz. Justement, en parlant de réseau de chauffage urbain, aujourd'hui on est à plus de 83% de résidences et de cités raccordées à ce réseau-là. La politique commune sur le territoire est de décarboner ce réseau-là. Ça a commencé déjà d'ailleurs depuis les années 80, où il y a eu des investissements colossaux sur l'un des premiers réseaux géothermiques en France. Aujourd'hui, le réseau représente une mixité énergétique entre biomasse, géothermie,
qui représente 55% de production de la totalité du réseau. Le reste, bien évidemment, c'est en gaz. Sur la partie estivale, on tourne quasiment qu'avec la géothermie et une partie de la biomasse. PCH siège au conseil d'administration et on représente plus du tiers des abonnés. Donc on est partie prenante des décisions de la stratégie du SMIREC, qui est le syndicat mixte des réseaux de chaleur sur la commune. Donc on travaille déjà sur même l'évolution de ce réseau-là pour décarboner un petit peu plus et aller au-delà. Parmi les projets qu'on a déjà initiés chez Pleine Commune Habitat, c'est tout ce qui concerne l'autoconsommation collective. Pour se faire sur le sujet qui date depuis 2018 avec l'évolution de la loi, on s'est fait une petite expérimentation sur notre siège, donc, qui représente à peu près 5% de notre production globale d'électricité. Enfin, de consommation, pardon, et nous, du coup, on produit 5%. L'objectif de cette expérimentation-là, c'est surtout diversifier notre production, diminuer notre empreinte carbone et surtout se faire, entre parenthèses, la main sur ce type de projet pour lancer une étude de faisabilité à une grande échelle pour nos locataires. Donc là, actuellement, on a lancé l'étude de faisabilité sur 1000 logements répartis entre 3 sites, c'est la slide d'après. Qui nous permettra de voir quel modèle économique on peut appliquer sur l'autoconsommation sur le parc locatif. Là, on est en pleine étude, se poser la question sur, une fois qu'on a investi sans les subventions ou les aides de l'État, comment ce modèle-là peut vivre dans le temps, surtout une fois qu'on arrive à la fin de son premier cycle de vie, et d'en faire une nouvelle manière de produire et surtout diversifier, ce qui permettra aussi de décarboner et surtout, ce qui est important pour nos locataires, c'est la baisse des charges. Et bien justement, le lien avec la baisse des charges, dans les leviers qu'on a pu identifier aussi dans la recherche de cette neutralité, se pose la question de comment faire en sorte, en tant que bailleur, de garantir d'une certaine manière la performance dans la durée. C'est une vraie question. Aujourd'hui, on sait les différences qu'on peut constater entre des projets finalement planifiés et des gains escomptés en lien avec des gains réels. On a des écarts qui peuvent aller de 20 jusqu'à 30% sur le parc social, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui prouve bien la nécessité d'agir sur 2 leviers qui sont, pour certains bailleurs, déjà bien travaillés et Pleine Commune à avancer sur ce sujet. La question, on aurait tendance à diviser ces leviers en 2. La question de l'usage, c'est-à-dire comment on arrive à accompagner et sensibiliser les locataires à toute cette question des économies d'énergie. Ça passe par de l'assistance à maîtrise d'usage systématique, ça passe par du coaching énergétique, ça passe par des actions en lien avec les économies d'énergie, mais pas que. Et ça passe aussi par une structuration côté bailleur de l'accompagnement technique via des outils de suivi de consommation, mais aussi vis-à-vis de toute une structuration de filière, de la conception jusqu'aux exploitants, en passant par les gardiens, qui sont des très bons ambassadeurs de toute cette démarche. Et on voit toute la nécessité justement de suivre à minima ces consommations sur une période de 3 ans post-rénovation, parce que c'est là où finalement on va sécuriser et réduire ce 20% d'écart. Ça, c'est le premier point. Et le dernier, qui nous semble être important aussi de rappeler, c'est toute la dynamique autour de la performance environnementale des matériaux. On a une vraie dynamique enclenchée en construction. En rénovation, on sent que le sujet progresse. Je crois vraiment à la nécessité pour les bailleurs de s'inscrire dans cette dynamique. Les bailleurs sociaux ont toujours été pionniers sur un certain nombre de sujets, d'évolution de marché. Et là, on a une belle occasion de travailler ces sujets avec, pourquoi pas, des financements apportés sur ces questions, avec pourquoi pas des cahiers des charges. Ce qu'on pense aujourd'hui au niveau de notre réflexion auprès de Pleine Commune Habitat, c'est qu'on aura du mal à systématiser les analyses de cycle de vie sur les opérations de rénovation. Et donc il s'agit aussi de poser des règles claires, simples, d'exigence de moyens finalement, pour cadrer par des principes cette question de recours aux biosourcés ou au bas carbone. Et ça, je crois que ça permettra déjà de travailler le sujet, de faire monter la filière en compétences, et donc de suivre la trace qu'a commencé à produire toute la partie construction neuve.
Justement, pour s'y faire, notre président a signé la charte de l'économie circulaire, métabolisme urbain de l'agglomération, enfin, de pleine commune l'agglo. C'est l'occasion de permettre aux équipes techniques de pleine commune Habitat d'étudier tout le potentiel sur les opérations neuves et réno, comment, dès l'étude, on prévoit la partie de ressourcer les matériaux issus de cette rénovation, de cette construction-là, et surtout, dans un premier temps, flécher les opérations qui seront compatibles. Comme tu viens de le dire, toutes les opérations ne le seront pas de la même manière. L'idée, c'est pas de dire, OK, on va faire du métabolisme urbain sur toutes les opérations. Mais l'idée, c'est que du moment où on va s'attaquer à une opération, lancer et mettre des process bien clairs sur les opérations pour se poser la question, est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce qu'il y a un rapport faisabilité-prix qui nous le permettra? Et derrière, si on arrive à monter en compétence là-dessus, c'est de systémiser ce process-là d'études de métabolisme urbain. Et oui, du coup, le mot de la fin, c'est de dire que ce soit Pleine Commune Habitat ou nos consultants, l'idée c'est de cristalliser toutes les actions qui sont menées chez PCH depuis un petit moment, de se faire aider par nos consultants pour mettre en place ce plan-là qui se veut ambitieux pour le moment. Et derrière, on va définir les actions qui seront possibles dès aujourd'hui, les actions qui le seront demain, et dans un troisième temps, toutes les actions qui vont attendre peut-être une évolution technologique ou bien des évolutions au niveau réglementaire qui nous permettront d'aller un petit peu plus vers l'avant. Ce qui est sûr, c'est que pour atteindre la neutralité carbone, il faudra mettre en place beaucoup plus d'investissements. On le voit aujourd'hui à travers les premiers calculs, c'est qu'il faudra qu'on rénove beaucoup plus. La cadence aujourd'hui faite dans le monde du bâtiment d'une manière générale, elle n'est pas suffisante. On a des bonnes pratiques, tout le monde fait de son mieux, mais il est sûr qu'il faudra apporter beaucoup plus de financement pour y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous deux. Donc je rappelle Charles Arquin, bien sûr, pour les applaudir, et Mourad Alali, donc Pleine Commune Habitat et Pouget consultant pour ce retour d'expérience très intéressant.